Dernier réglage pour la 11e édition des 72 heures du livre. C'est un programme alléchant qui a été décliné lors de cette réunion du comité d'organisation. Et Conakry est toute Paris à recevoir le monde littéraire, du moins ce qu'affirme le commissaire général de l'événement. Nous allons effectivement amorcer le premier marché international du livre africain. Nous allons restituer les études de faisabilité des rencontres internationales du livre d'Afrique de Conakry avec la francophonie. Donc nous sommes assez satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui autour des préparatifs. Nous espérons que nous aurons de l'accompagnement et au niveau du gouvernement et au niveau des institutions, mais aussi des acteurs privés pour que la Guinée puisse réussir sa 11e édition. Lancées il y a 11 ans, les 72 heures du livre sont devenues un rendez-vous littéraire incontournable. Elles sont l'occasion de promouvoir le livre et d'encourager à la lecture. Comme les précédentes villes invitées, Farana, désignée pour cette 11e édition, bénéficiera d'une attention bien particulière. Nous avons signé une convention avec une ONG sérieuse qui va nous permettre désormais de construire des bibliothèques et à Conakry et à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train de nous battre pour permettre vraiment à la ville de Farana, qui est la ville invitée d'honneur cette année, d'avoir un ouvrage exceptionnel à l'image de ce qui a été fait à Cancan. Avec l'accompagnement du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, tous les professionnels du livre et des images, pour rester dans l'esprit du thème, sont associés à l'événement. Ils l'attendent avec beaucoup de fureur. C'est un événement très heureux pour moi. Déjà, dans mon concept d'enseignant, je me dis que le livre, c'est la source de toutes les connaissances. Alors qu'on vienne faire découvrir la beauté de la lecture aux apprenants est une chose merveilleuse que nous attendons avec beaucoup d'impatience. 3 jours pour d'intenses activités littéraires. Notez bien les dates, les 23, 24 et 25 avril prochains. Direction la région forestière pour parler de la forêt de Déré à la frontière avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Après les menaces, les autorités de ces deux pays ont décidé de passer aux actions. Les premiers déguerpissements des occupants de cette réserve mondiale ont débuté cette semaine. Campements, plantations et autres investissements ont été détruits par une unité mixte composée d'agents guinéens et ivoiriens. Ces autorités entendent récupérer les 8 920 hectares de domaines BRAD à des individus. Alexis Collier, notre reporter d'Espace Forêt, a suivi cette opération de déguerpissement. On suit son reportage. La forêt de Déré, dans la sous-préfecture de Zoa-Lola. Elle couvre une superficie de 8 920 hectares et est classée par l'UNESCO comme l'une des réserves en péril et pour plusieurs raisons. Ici, c'était une forêt dense, très dense. Quand moi, je découvrais ici dans les années 85-86, c'était pas la peine. La canopée, on ne pouvait pas croire qu'aujourd'hui on peut voir ça ici. Les occupants en majorité ivoiriens et burkinabés sont sommés de quitter les lieux. Mais quand le problème était arrivé, nous de quitter, comme mes parents ne sont pas là, et ma femme et mon petit ne sont pas là, moi seul, c'est à cause de ça, je suis là ramasser nos manger. Si vous dites de quitter, ce n'est pas à la force. Vous les deux pays, si vous voyez, ce n'est pas pour nous. Une opération de délocalisation est en cours depuis quelques jours dans cette forêt. L'opération est menée par une équipe de gardes forestiers guinéens et ivoiriens. Ce que nous recherchons, c'est que la réserve Monemba soit sortie du site du patrimoine mondial en péril. Donc quand on veut un tel objectif, on ne peut pas admettre que de part et d'autre, il y ait encore peut-être des habitats ou bien des plantations à l'intérieur d'une réserve. Une campagne d'information avait précédé cette délocalisation. Elle fait suite à un atelier demandant à chaque pays de prendre des dispositions humanitaires pour l'opération. Pour nous permettre de remettre cette forêt-là, cette réserve, sur la liste correcte des réserves de biosphère et du patrimoine mondial, il fallait prendre des dispositions pour que les ressources biologiques qui ont poussé l'humanité à classer cette réserve
reviennent. Et pour ce faire, il faut enlever les occupants illégaux de cette forêt à part la sensibilisation, la persuasion, en leur faisant comprendre l'importance de cette forêt, de cette réserve. Progressivement, les occupants se retirent de cette aire protégée. Les braconniers et leurs adeptes ont aussi quitté. Une équipe de PA est annoncée sur les lieux pour empêcher d'éventuels retours dans cette forêt. Sur le continent, les Algériens dans la rue pour la 6e semaine consécutive, une foule énorme réclame à Alger le départ du système au pouvoir quelques jours après la proposition du chef d'état-major de l'armée d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. Suivez. حد منايا وحنا رانا كاع الشعب هنا الجزائري راه موحد ومظاهرات سلميه اللي راه يقوم بها يحوس على هذه العصابه السراقين هذو ماناش نحوسوهم يقعدوا نحوسوهم يروحوا واذا موش حابين يروحوا نحاسبوهم يتحاسبوا كيما راهم حدد سر. En interactualité, les musiciens se préparent pour la cacophonie au Royaume-Uni. La saga du Brexit continue crescendo et l'inquiétude gagne jusqu'aux musiciens classiques. Ils craignent qu'une sortie sans accord de l'Union européenne ne menace leur travail en Europe ou n'empêche l'émergence de nouveaux talents. Suivez. En répétition à l'église Sainte-Anne and Sainte-Agnès dans la City de Londres, Alia Cornish redoute un Brexit discordant. Cette altiste joue en freelance avec différents groupes à travers l'Europe. Mais si les musiciens britanniques n'ont plus de passeport de l'UE, elle pourrait se retrouver désavantagée. Elle estime d'ailleurs qu'être une citoyenne européenne lui a donné des opportunités de carrière inespérées. J'étais membre de l'orchestre baroque de l'Union européenne, ce qui m'a permis non seulement de découvrir des pays, de jouer des musiques que je ne connaissais pas, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Et ça m'a permis de savoir que je voulais faire ça pour le reste de ma vie. C'était une opportunité que je n'aurais jamais eue au Royaume-Uni. L'orchestre baroque de l'Union européenne avec lequel elle a joué a quitté le Royaume-Uni pour Anvers, en Belgique, après le référendum sur le Brexit de 2016. Sa crainte que Londres ne mette fin à la liberté de mouvement des citoyens. C'est aussi une préoccupation pour l'orchestre Aurora qui se produit régulièrement dans toute l'Europe. Selon les concerts, environ un tiers des musiciens sont des citoyens européens non britanniques. Actuellement, c'est incroyablement facile de prendre un Eurostar et d'aller à Paris, Bruxelles ou Amsterdam pour faire un concert ou deux et revenir directement. Tout ce qui pourrait compliquer les déplacements de ces musiciens ou le travail des freelances au Royaume-Uni nous préoccupe énormément. Les musiciens pourraient également avoir besoin de visas et de nouveaux documents fiscaux. Leurs instruments devraient passer par des contrôles douaniers. Le Brexit a déjà eu des conséquences pour l'orchestre qui se produit en concert à Bruxelles le 29 mars, date initialement prévue pour le divorce avant qu'il ne soit repoussé. Nos assureurs ont explicitement exclu le Brexit de notre couverture en tant que risque à court terme et c'est quelque chose que nous avons dû assumer nous-mêmes comme un risque auto-assuré, ce qui pour un petit orchestre comme le nôtre est quelque chose de légèrement terrifiant. Au-delà des barrières de la langue, la musique rassemble les Européens de façon unique. Elle est aussi censée adoucir les mœurs. Ces artistes espèrent donc que, quelle que soit l'issue du Brexit, ils pourront continuer à jouer en parfaite harmonie. Et c'est sur cet élément de reportage qu'on se dit au revoir. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Très bon week-end à tous en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.